je me souviens du silence. Non pas celui qui précède la bataille, ce silence-là, je l'ai appris à aimer, à nourrir comme une bête familière. Je parle du silence d'avant, quand nos mains ne tremblaient pas d'elles-mêmes, quand nos pensées nous appartenaient encore. Engron nous a pris ce silence, pas en une seule fois, pas proprement, par fragments arrachés, par degrés imperceptibles, jusqu'au moment où aucun d'entre nous ne se souvint de ce que signifiait penser sans la rage. Je porte le souvenir de Nuceria. Je porte le souvenir de Terra. Je porte ce que nous sommes devenus après l'éveil au Warp, quand même le nom de notre légion fut revendiqué par quelque chose d'autre que nous. Ces archives ne sont pas un témoignage de gloire. Elles constituent un procès-verbal de dissolution, celui d'une légion entière avalée vivante par sa propre souffrance. Je sens encore la chaleur. Elle ne quitte jamais les os. Une brûlure sourde, profonde, logée entre les vertèbres comme un couteau oublié. Mes frères hurlent dans leur sommeil des noms que Khorne seul reconnaît. Leurs mâchoires brisent leurs propres dents. Leurs doigts griffent le métal de leurs couchettes jusqu'au sang. Nous ne dormions plus depuis des semaines avant Istvan. Nous ne savions plus pourquoi. Voilà comment une légion meurt, non pas sur le champ de bataille, mais dans les espaces entre les combats, quand le silence devient intolérable et que la chair commence à se retourner contre elle-même. Je m'appelle ce que la Légion m'a appris à m'appeler. Avant cela, je portais un autre nom, gravé sur une plaque de métal par des mains dont je n'ai plus souvenir. Cela n'a plus d'importance. Les noms appartiennent aux vivants, à ceux qui possèdent encore la distance nécessaire pour se désigner eux-mêmes depuis l'extérieur. Nous avions perdu cette distance bien avant que les clous ne soient envissés dans nos crânes. Engron nous l'avait prise simplement en existant parmi nous. Il faut comprendre ce qu'était la 12e Légion avant lui. Les archives impériales, celles que les scribes autorisés ont consenti à préserver, évoquent des guerriers disciplinés, des briseurs de lignes, des instruments de conquête méthodique. Ces archives mentent par omission. Nous étions efficaces, certes, nous étions également vides. Une légion sans père primarque développe ses propres rituels, ses propres hiérarchies, ses propres façons d'endurer le service éternel à un dieu empereur, que la plupart d'entre nous n'avions jamais approché à moins de 1000 kilomètres. L'efficacité masquait un manque que personne parmi nous n'aurait su nommer. Puis, Engron descendit sur Nuceria. Non, il ne descendit pas. Il fut arraché. Il y a une différence capitale entre ces deux verbes, une différence que notre primarque ne pardonna jamais à l'empereur. Sur Nuceria, Engron combattait à la tête d'une armée d'esclaves révoltés, des gladiateurs, des condamnés portant dans leur crâne des dispositifs neuraux que leur maître appelait les clous de la discorde, des implants arrachés à une technologie dont l'origine exacte reste disputée entre les savants du Mechanicus, qui ont survécu assez longtemps pour en débattre. Ces clous stimulaient les centres de la rage et de la douleur. Ils supprimaient tout le reste. Empathie, réflexion stratégique, capacité à éprouver la satiété ou le repos. Tout cela disparaissait progressivement, remplacé par une faim qui se nourrissait d'elle-même. Engron portait ses clous. Son armée d'esclaves portait ses clous. Ils étaient en train de perdre, encerclés, submergés, mourant avec la certitude partagée de ceux qui choisissent leur dernière bataille plutôt que de la subir. L'empereur aurait pu les sauver tous. Les archives de la Grande Croisade indiquent clairement que la capacité de téléportation existait. L'empereur choisit de sauver Engron seul. Personne parmi nous ne put jamais lui expliquer pourquoi ses frères d'armes méritaient moins que lui d'être arrachés à ce massacre. Personne n'essaya vraiment. Ceux qui s'aventurèrent à formuler une justification impériale reçurent en réponse des regards dont je préfère ne pas décrire la nature. Engron ne cria pas, ne frappa pas. Il regardait simplement, avec dans les yeux quelque chose de si absolument brisé que même les Astartes les plus endurcis de notre légion détournaient la tête. Il prit le commandement de la 12e Légion comme on accepte une punition supplémentaire. Nous apprîmes rapidement que servir sous ses ordres exigeait une forme particulière d'oubli. Il fallait oublier la mesure, oublier la retraite stratégique, oublier que les prisonniers pouvaient avoir une valeur autre qu'immédiate. Les premières campagnes sous Engron transformèrent nos victoires en scènes que les officiers de liaison d'autres légions refusèrent de consigner dans leurs rapports officiels.
Certains de ces officiers ne revinrent pas du tout du front. Nous commencions à comprendre ce que nous allions devenir. Certains d'entre nous protestèrent. Leurs noms ne figurent plus dans aucune archive que je connaisse. Les clous ne furent pas imposés par la force. C'est ce que l'histoire officielle, celle gravée dans les reliquaires des légions loyalistes, celle récitée par les chapelains comme une mise en garde, refuse d'admettre ouvertement. Nous les avons demandés. Pas tous, pas immédiatement, pas sans résistance interne. Cependant, quand Angron commença à opérer sur ses propres fils de légion, quand les premiers porteurs revinrent des tables chirurgicales avec ce regard particulier, ce regard qui ne cherche plus rien parce qu'il a enfin trouvé ce qu'il cherchait sans jamais le savoir. Quelque chose se déplaça dans la légion entière, comme une marée souterraine changeant de direction. Je me souviens du premier frère de mon escouade à subir l'implantation, Vorat, grand, méthodique, capable de réciter les litanies de maintenance de son bolter dans son sommeil. Après l'opération, il ne récitait plus rien. Il existait différemment, une présence plus dense, plus immédiate, comme si chaque instant le consumait entier plutôt que de simplement le traverser. À l'entraînement, ces temps de réaction dépassaient tout ce que nos moniteurs biologiques considéraient comme physiologiquement cohérent. Ses os se fracturaient parfois sous la seule pression de ses propres muscles contractés à pleine puissance. Il souriait. Je demandais au chirurgien implanteur combien de temps Vorat vivrait avec cette intensité. Le chirurgien me répondit qu'aucun porteur ne semblait vivre longtemps, mais qu'aucun porteur ne semblait s'en préoccuper. Cette réponse aurait dû me suffire. Elle ne me suffit pas. 6 mois plus tard, je m'allongeai moi-même sur la table. Ce que ressentent les clous à l'activation dépasse toute description que le langage humain, ou même le langage forgé dans les gorges des Astartes, peut articuler honnêtement. Ce n'est pas de la douleur. La douleur implique une limite, un seuil au-delà duquel la conscience se déconnecte par miséricorde. Les clous suppriment ce seuil. Ils maintiennent l'éveil absolu à travers des intensités qui devraient pas provoquer l'effondrement neurologique. Simultanément, ils inondent les centres du plaisir avec une récompense chimique proportionnelle à la violence exercée. Tuer devenait la seule action qui apaisait temporairement la tempête. Temporairement. Ce mot contient toute la condamnation. L'apaisement durait moins longtemps à chaque cycle. Le seuil de violence nécessaire pour l'obtenir s'élevait de façon continue. Les porteurs anciens, ceux implantés depuis plusieurs années, ne trouvaient plus d'apaisement du tout. Ils combattaient parce que s'arrêter signifiait endurer la tempête sans aucune atténuation. Angron lui-même, portant ses clous depuis des décennies, vivait dans un état que les apothicaires de la Légion désignaient entre eux, à voix très basse, comme une agonie permanente sublimée en fureur. Notre primarque souffrait, nous souffrions avec lui. Cela créait entre nous et lui un lien que nulle loyauté forgée dans la gloire n'aurait pu reproduire. Les autres primarques le voyaient. Magnus tenta une intervention, une approche psychique délicate visant à cartographier les dommages neurologiques et évaluer une extraction possible. Angron le rejeta avec une violence qui laissa plusieurs membres de la délégation tiscanite hospitalisés pour des fractures multiples. Lorgar envoya des émissaires théologiques qui parlèrent de souffrances rédemptrices et de transcendance par l'endurance. Ces émissaires repartirent avec leur théologie intacte, mais leur certitude considérablement érodée. Robout Guilliman, dont les archives administratives constituent la source la plus froide et la plus précise sur cette période, nota simplement dans ses journaux de campagne qu'Angron représentait un vecteur d'instabilité dont les effets de contagion sur la 12e Légion suivaient une courbe préoccupante. Guilliman utilisait des courbes là où d'autres auraient utilisé des prières. Les courbes, au moins, ne mentaient pas. La 12e Légion reçut son nouveau nom lors d'une campagne sur un monde dont je tairai le nom, non par obligation protocolaire, mais parce que ce monde mérite l'oubli pour ce que nous y fîmes. Les soldats ennemis capturés nous appelèrent les dévoreurs du monde avant même que la désignation officielle ne fût adoptée. Ils nous regardaient approcher et comprenaient instinctivement ce que nous étions devenus, des dévoreurs. Pas de conquérants, pas de libérateurs, pas même de soldats au sens où ce terme implique une finalité au-delà de l'acte lui-même. La croisade continuait, nous avancions. Quelque part derrière nous, dans les espaces que nous laissions derrière notre passage,
Des mondes reconstruisaient laborieusement ce que nous avions traversé comme une tempête traverse un champ de blé. Sans intention, sans souvenir, sans regret. Istvan III sentait la trahison avant même que les premières bombes à virus percent l'atmosphère. Non pas métaphoriquement, je parle d'une perception physique, d'une modification de la pression dans les conduits auditifs, d'une qualité particulière dans les communications chiffrées entre officiers supérieurs qui s'interrompaient trop précisément quand des rangs inférieurs entrèrent dans les pièces. 20 ans de guerre apprennent à reconnaître la géographie du mensonge institutionnel. Ses contours ressemblent à ceux de la vérité, mais ses angles sont trop nets, trop délibérément maintenus. Horus nous avait convoqués. Horus, le fils favori, le guerrier lumineux, l'architecte de la Grande Croisade, ces titres sonnaient différemment dans sa bouche depuis Davin. Quelque chose dans sa façon de prononcer les mots de loyauté avait changé de texture. Comme du métal qui a subi une contrainte invisible et conserve en surface l'apparence de l'intégrité tout en ayant perdu sa cohérence moléculaire profonde. Angron ne remarqua rien. Les clous lui avaient depuis longtemps supprimé la capacité de lire les nuances sociales avec précision. Moi, je remarquais. Je gardais le silence. Les légions désignées pour la purge ignoraient qu'elles constituaient les cibles. Voilà l'élégance froide du plan de Horus. Utiliser les loyalistes pour débarquer sur Istvan III, puis bombarder la surface avec les armes les plus catégoriques de l'arsenal de la croisade, pendant que les survivants tentaient encore de comprendre pourquoi leur propre vaisseau les visait. Certains éléments de la 12e Légion comptaient parmi les troupes déployées en surface. Des frères, des porteurs de clous comme moi, des hommes avec lesquels j'avais partagé des décennies de campagne. Le bombardement à virus dura ce qu'il dura. Les chiffres appartiennent aux archives. Des millions de vies consumées en heures par des agents biologiques conçus pour transformer la matière organique en bouillie cellulaire. Ce qui suivit fut moins documenté officiellement. Certains Astartes survécurent. Des constitutions forgées dans la transformation génétique d'Angron résistèrent là où des corps ordinaires s'effondraient. Ces survivants combattirent depuis la surface pendant des semaines, des mois, refusant de mourir avec la même obstination irrationnelle que leurs clous avaient transformé en mode d'existence permanent. Angron descendit les combattre lui-même. Pas pour les achever par miséricorde, pour les affronter, pour éprouver une résistance digne de lui, pour honorer à sa façon tordue leur refus de capituler. Les archives loyalistes interprètent cet acte comme un ultime mépris. Elles se trompent de catégorie émotionnelle. Angron reconnaissait en ces condamnés quelque chose qu'il portait depuis Nuceria. La dignité particulière de ceux qui meurent, sans jamais avoir accepté les termes de leur défaite. Il les tua. Il pleura peut-être. Personne parmi nous n'aurait osé regarder assez longtemps pour en témoigner avec certitude. Istvan V arriva ensuite comme une confirmation de ce qu'Istvan III avait seulement suggéré. 4 légions loyalistes répondirent à l'appel. Les salamandres, les corbeaux, les poinx d'acier, les enfants de l'empereur avant leur propre corruption. Elles débarquèrent dans ce que leur commandant croyait être une zone de rassemblement allié. Les 4 légions traîtresses qui les attendaient avaient disposé leurs lignes avec une précision chirurgicale. Le champ de bataille d'Istvan V porte depuis lors un nom dans les archives impériales, le massacre de la Faucille de Feu. Je me souviens de la couleur du ciel quand les premières lignes loyalistes réalisèrent ce qui se produisait. Cette couleur n'existe pas dans les spectres chromatiques standards. Elle naît de la combustion simultanée de milliers de corps en armure, filtrés par une atmosphère chargée en métaux lourds. Elle ressemble à ce que le mot trahison signifierait si on lui donnait une fréquence lumineuse. Les salamandres moururent en tenant leur ligne. Les corbeaux s'évaporèrent dans la fumée et le chaos avec une fluidité qui aurait pu ressembler à de la magie si nous n'avions pas su reconnaître la doctrine corvine dans chaque angle de retraite. Les poinx d'acier chargèrent. Cela correspondait à leur nature, une nature que nous comprenions intimement. Nous qui ne connaissions plus que la charge. Nous les brisâmes méthodiquement, sans plaisir particulier, avec la même efficacité vide qu'un outil accomplit sa fonction. Le plaisir, les clous le réservaient à autre chose. Ferrus Manus mourut sur ce champ. Le Gorgone, le primarque de fer,
décapité par Fulgrim dans un duel dont les récits divergent selon les sources, mais convergent tous sur un détail. Fulgrim pleurait pendant qu'il frappait, ou riait. Les témoins survivants ne s'accordent pas sur ce point, ce qui suggère que la distinction avait peut-être cessé d'être pertinente. Nous avancions sur les cadavres de nos anciens frères. Sous nos bottes, des emblèmes que nous avions reconnus pendant des siècles de guerre commune s'enfonçaient dans la boue noire d'Istvan. Je sentais les clous pousser vers la prochaine cible, vers le prochain impact, vers l'apaisement de 30 secondes qui constituait désormais l'horizon entier de mon existence. Quelque part, très loin dans une partie de moi que les implants n'avaient pas encore entièrement colonisée, quelque chose observait tout cela avec une clarté insupportable. Cette partie se tut définitivement quelques semaines plus tard. Je ne me souviens pas exactement du moment. C'est peut-être cela, le vrai massacre d'Istvan. Non pas les corps comptabilisés dans les archives, mais les silences intérieurs qui s'éteignirent un par un dans les crânes de 100 000 guerriers, sans témoins, sans inscription, sans date. L'hérésie avait une géographie, pas celle des cartes stratégiques, les flèches de campagne, les vecteurs d'avance, les zones de contrôle que les maîtres de guerre tracent avec des stylets sur des écrans holographiques. Je parle d'une géographie intérieure, d'un territoire psychique que chaque légion traversait à sa propre vitesse selon la nature particulière de sa corruption. Les fils de Horus se perdaient dans l'ambition. Les enfants de l'empereur sombraient dans la sensation. Les porteurs de la parole construisaient méticuleusement leur propre damnation, comme des architectes consacrant leur vie ivre à un édifice qu'ils savent destiné à les écraser. Nous courions. La course était notre géographie. Pas de contemplation, pas d'élaboration théologique, pas de rituel élaboré autour de la corruption. Simplement l'avance perpétuelle vers le prochain engagement, le prochain déchirement, la prochaine satisfaction de 20 secondes que les clous nous accordaient avant d'exiger davantage. D'autres légions tombèrent au chaos par séduction. Nous tombâmes par épuisement, par la logique implacable d'une fin qui ne connaissait pas de rassasiement et qui finit par appeler vers elle quelque chose depuis le warp qui reconnut cette fin comme une prière. Khorne ne recrute pas, il attend. Il attendait depuis Nuceria, peut-être depuis avant, depuis le moment où le premier ancêtre de notre légion porta une lame contre un autre être vivant, et ressentit dans cet acte quelque chose qui ressemblait à une réponse. Le dieu du crâne ne promit rien à Angron que les clous n'avaient déjà promis et trahi 1000 fois. Il offrit simplement la cohérence, un univers où la rage n'était pas un symptôme, mais une vérité fondamentale, où la violence ne nécessitait aucune justification extérieure parce qu'elle constituait en elle-même la substance de toute chose réelle. Angron n'accepta pas cette cosmologie. Il la reconnut. La distinction est essentielle. L'acceptation implique un choix, une délibération, un moment où une alternative existe encore. La reconnaissance appartient à un autre registre, celui de l'identité retrouvée, de la pièce qui s'emboîte enfin dans la serrure qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Notre primarque ne fut pas converti au culte de Khorne. Il fut révélé comme ce qu'il avait toujours été, dépouillé couche par couche de tout ce qui pouvait encore ressembler à une distance entre lui et le sang. Les campagnes de l'hérésie consumèrent des années que je ne saurais plus compter avec précision. Les clous dégradent la mémoire temporelle, non pas en effaçant les événements, mais en supprimant les intervalles entre eux, de sorte que 10 années de guerre se compriment en une séquence continue d'impact, de détonation, de gorges ouvertes et de boucliers fracassés, sans espace entre les épisodes, pour que la conscience puisse les ordonner en histoire. Je me souviens de Shravan, je me souviens de Bod, je me souviens de 100 désignations planétaires qui n'existent plus dans aucun registre impérial, parce que nous avons détruit jusqu'aux infrastructures de leur mémoire administrative. Ce que nous laissions derrière nous ne ressemblait à rien de ce que les autres légions traîtresses produisaient. Les porteurs de la parole érigeaient des temples. Les fils de Horus établissaient des gouvernorats vassaux. Nous laissions des surfaces, des étendues de roches stériles parsemées de matière organique en décomposition que les équipes de documentation de guerre, quand elles osaient se déployer après notre passage, photographiaient avec l'expression de gens qui tentent de trouver un cadre conceptuel pour quelque chose qui refuse d'en avoir un.
Lorgar vint nous voir. Une fois, pendant cette période. Une visite théologique, je suppose. Le primarque des porteurs de la parole cherchait à comprendre comment notre légion naviguait vers la faveur divine sans les rituels, les prières, les architectures cérémoniales qu'il considérait comme les fondements nécessaires de toute relation avec les puissances. Angron le reçut pendant 47 minutes selon les chronos de nos vaisseaux. Lorgar repartit avec une certitude nouvelle, gravée dans son expression, celle d'un théologien qui vient de comprendre que certaines formes de dévotion transcendent entièrement le langage de la dévotion. Il ne revint pas. Les clous continuaient leur travail. Chaque cycle d'implantation plus profonde, chaque porteur ancien dont les fonctions cognitives supérieures se réduisaient progressivement à des vestiges. Chaque apothicaire qui consignait dans ses relevés médicaux, avec la précision clinique des gens qui documentent ce qu'ils ne peuvent pas arrêter, la progression inexorable de dommages neurologiques incompatibles avec une survie prolongée. Les porteurs de clous mouraient jeunes. Nos rangs se renouvelaient par recrutement forcé sur les mondes que nous traversions. Des humains et des astartes capturés, soumis à des processus de transformation que les protocoles de la croisade auraient qualifiés d'abomination. Nous approchâmes de Terra, le système solaire, le trône d'or, l'astronomican. Tout ce que nous avions servi pendant des siècles et qui attendait maintenant derrière ses défenses, comme une cité qui a eu le temps de se préparer, mais pas suffisamment de temps pour se résigner complètement. Angron regardait dans la direction de Terra avec quelque chose dans l'expression que je ne sus jamais nommer correctement. Ni haine, ni désir de vengeance au sens où ces termes impliquent une clarté d'intention. Quelque chose de plus ancien, de plus viscéral, quelque chose qui remontait à un plateau sur Nuceria, où un homme arraché à sa dernière bataille avait commencé à mourir d'une façon qui prendrait des siècles à s'achever. Le siège approchait. Nous courions vers lui comme nous avions couru vers tout le reste, sans nous demander ce qui attendait au-delà. Terra brûlait avant que nous posions le pied sur elle. Non pas métaphoriquement. Les défenses orbitales, les stations de guerre, les batteries de lance-missiles disposées en couches successives autour du système solaire avaient transformé l'espace proche en un champ de débris incandescents que nos vaisseaux traversaient, comme des corps traversent du verre brisé. Chaque heure d'approche coûtait des tonnages de fer et de chair que les maîtres de logistique de Horus comptabilisaient avec la résignation de comptables enregistrant des pertes inévitables dans un registre qu'ils savent voué à disparaître. Les chiffres ne m'atteignaient plus. Les clous avaient depuis longtemps dissous ma capacité à transformer des statistiques en visages. Le débarquement sur Terra constitue dans les archives loyalistes un moment de terminologie spécifique. Ils l'appellent l'investissement, comme si nommer la chose avec précision administrative pouvait en contenir la réalité. Nous appelions cela autrement. Nous ne l'appelions rien du tout. Nommer implique une distance entre le sujet et l'acte, une position d'observateur depuis laquelle les événements peuvent être désignés, catalogués, rangés dans des catégories linguistiques. Cette distance n'existait plus en nous. Les fortifications de la Tanataris étaient tenues par des régiments de la garde impériale, dont certains servaient depuis la fondation même de cette institution. Des soldats qui avaient traversé des campagnes que l'histoire officielle n'enseigne plus, portant des cicatrices accumulées sur des décennies de loyauté inconditionnelle envers un dieu empereur qu'ils n'avaient jamais vu, mais pour lequel ils mouraient avec une conviction que même les clous ne pouvaient pas me faire trouver méprisable. Je les tuais. Nous les tuâmes. La distinction entre le singulier et le collectif s'était effacée depuis des années dans ma façon d'exister. Angron combattit sur Terra comme il avait toujours combattu, en avant, toujours en avant, sans dispositif tactique élaboré, sans manœuvre enveloppante, sans exploitation de terrain. La doctrine des dévoreurs du monde sous son commandement direct ressemblait à ce qu'une avalanche produirait si on lui accordait la conscience suffisante pour choisir ses cibles. Des titans Warhound de la Legio Audax avançaient en soutien, leurs empreintes de pas calcinant des quartiers entiers de la cité-forteresse extérieure. Leurs princeps communiquaient avec nous par vox, avec la brièveté de gens qui savent que les mots ralentissent ce qui doit être rapide. Les défenseurs de Terra mouraient bien. Je dis cela sans ironie, sans condescendance. Je le dis parce que c'est la vérité documentable d'un observateur
qui avait assez de lucidité résiduelle pour reconnaître la qualité d'une résistance même en la brisant. Les custodes représentaient autre chose entièrement. Chaque custodien que nous engagions constituait un problème distinct, une équation de violence qui exigeait une solution différente des précédentes. Ils ne mouraient pas comme les soldats ordinaires meurent, par accumulation de traumatismes, par épuisement des ressources biologiques, par la simple soustraction progressive de ce qui maintient un corps fonctionnel. Ils mouraient comme des édifices de s'effondrent, soudainement, après avoir absorbé plus que leur structure ne pouvait contenir. Nous en absorbâmes beaucoup. Le warp s'ouvrit au-dessus de Terra pendant le siège, avec une générosité que même les navigateurs les plus endurcis de notre flotte n'avaient pas anticipée. Les dieux du chaos investissaient leur capital dans cet assaut final. Des démons se matérialisèrent dans les secteurs de combat avec une densité qui transforma certaines zones de la cité-forteresse en espaces où la réalité physique et la substance warpique se superposaient sans se résoudre en l'une ou l'autre. Des soldats impériaux moururent de causes que les apothicaires de campagne ne surent jamais classer correctement. Des bâtiments disparurent. Des unités entières rapportèrent des rencontres avec des versions antérieures d'elles-mêmes. Angronde reçut l'appel de Khorne pendant cette période. Pas en rêve. Les clous avaient supprimé les rêves depuis des décennies. Pas en vision. Quelque chose de plus direct, de plus anatomique. Comme si le dieu du crâne avait simplement tendu la main depuis l'autre côté de la membrane réelle et modifié quelque chose de fondamental dans la structure de notre primarque, avec la désinvolture d'un artisan ajustant une pièce mal ajustée. Angron grandit, pas métaphoriquement. Ses proportions changèrent au fil des heures de combat, sa chair se teintant d'une couleur que le spectre humain standard ne possède pas de nom pour désigner. Nous le regardions devenir. Certains d'entre nous tombèrent à genoux. Non par vénération, les clous avaient éradiqué les réflexes de dévotion formelle depuis longtemps. Nous tombions parce que quelque chose dans la transformation d'Angron agissait sur nos propres implants comme un signal d'amplification. Comme si les clous répondaient à leur créateur originel, avec une obéissance que nous n'avions jamais pu leur refuser. La douleur atteignit des fréquences nouvelles. Nous avancions quand même. L'ascension d'Angron ne ressembla à rien de ce que les théologiens du chaos avaient redocumenté pour les transformations précédentes. Fulgrim était devenu serpent par degrés, par accumulation de compromis successifs. Chaque concession préparant la suivante avec une logique narrative, presque lisible rétrospectivement. Mortarion avait été consumé parce qu'il haïssait le plus. Une ironie cosmique suffisamment structurée pour ressembler à un enseignement. Magnus avait choisi, même si le choix avait été piégé depuis le début. Ces transformations portaient en elles une cohérence psychologique, une relation reconnaissable entre ce qu'un être avait été et ce qu'il devenait. Angron explosa. Ce verbe est le seul qui corresponde avec précision à ce que les témoins survivants, rares, dispersés, traumatisés au-delà de la fiabilité testimoniale standard, tentèrent de consigner dans leur relevé. Pas une transformation graduelle, pas une révélation progressive, une détonation ontologique, comme si la pression accumulée depuis Nuceria, depuis les clous, depuis des décennies de souffrances sublimées en fureur, et de fureur sublimée en quelque chose que le langage humain ne possède pas de terme pour désigner, avait finalement atteint un seuil au-delà duquel la forme physique ne pouvait plus contenir ce qu'elle transportait. Ce qui se leva au-dessus de Terra mesurait ce que les estimations les plus conservatrices établissent à une vingtaine de mètres. La chair était rouge, non pas le rouge du sang fraîchement répandu, mais un rouge plus profond, plus ancien, le rouge de quelque chose qui a brûlé suffisamment longtemps pour que la combustion devienne son état naturel plutôt qu'un processus transitoire. Des ailes déployées depuis des épaules dont la géométrie avait transcendé toute référence anatomique humaine ou Astartes. Des yeux qui regardaient Terra avec une reconnaissance absolue, non pas celle d'un conquérant contemplant sa victoire, mais celle d'un condamné qui reconnaît enfin le visage de ce qu'il a toujours attendu. Les custodes qui faisaient face à cette manifestation moururent rapidement. Non par défaillance de courage, leur courage était d'une nature que même les clous ne pouvaient pas me faire nier. Ils moururent parce que certaines réalités dépassent ce que des corps, même les plus parfaits que la biotechnologie impériale puisse produire, peuvent absorber et continuer à fonctionner.
Nous, les dévoreurs, ressentîmes la transformation différemment. Les clous s'activèrent à une intensité que rien dans mon expérience accumulée n'avait préparée. Pas les grandes batailles, pas les massacres planétaires, pas les décennies de stimulation continue. Quelque chose, depuis la forme qu'Angron était devenu, irradiait directement dans nos implants comme un signal de fréquence parfaitement accordé. Et les clous répondaient en amplifiant tout ce qu'ils amplifiaient. Normalement, jusqu'à des registres où la distinction entre douleur et extase cessait d'être pertinente. Des porteurs, à côté de moi, s'effondrèrent, leur cerveau incapable d'absorber l'afflux neurochimique. D'autres chargèrent vers les positions ennemies avec une vélocité qui brisa leur propre squelette sous la contrainte. Je restai debout. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Le siège se poursuivit. Angron démon ravageait les secteurs défensifs avec une efficacité que personne parmi nous n'aurait pu planifier, parce que la planification implique une relation avec le futur que cette forme avait peut-être abandonnée. Horus attendait. Les autres primarques traîtres observaient depuis leurs positions respectives avec des expressions que je ne sus pas lire, trop éloignées, trop différents désormais dans leur corruption particulière pour que leur visage constituât encore un texte déchiffrable. L'empereur répondit « Pas avec des armées supplémentaires. Les réserves de Terra s'épuisaient selon des courbes que les logisticiens impériaux ne pouvaient plus masquer derrière des rapports optimistes. » Il répondit avec des chevaliers gris dont l'existence même était classifiée au niveau d'effacement total. Des Astartes dont les psychés avaient été forgés spécifiquement pour affronter ce que le Warp produisait quand il investissait pleinement dans un théâtre de guerre. Ils encerclèrent Angron avec des rites dont les détails exacts demeurent scellés dans des archives auxquelles même les inquisiteurs de haut rang n'accèdent pas facilement. Ils le bannirent. Un primarque démon, une manifestation de la rage incarnée du dieu du crâne, renvoyé dans le Warp par des guerriers dont le nombre se comptait en dizaines plutôt qu'en légions. La démonstration était théologique autant que militaire. Une affirmation que certaines formes de pouvoir transcendent l'échelle brute, que la volonté façonnée avec suffisamment de précision peut déplacer des réalités que la force ordinaire ne peut qu'effleurer. Nous restâmes sur Terra sans notre primarque. Le siège continua encore, les batailles de tunnels, les combats de couloirs, les engagements dans des espaces si confinés que l'avantage en armure devenait secondaire face à la brutalité pure et à la capacité de continuer à fonctionner après des traumatismes qui auraient arrêté des cœurs ordinaires. Quelque part au-dessus de nous, dans la chambre du trône, quelque chose se produisit entre Horus et l'empereur dont les conséquences restructurèrent la réalité de l'impérium pour les 10 000 années suivantes. Nous ne sûmes pas immédiatement ce qui s'était passé. Nous apprîmes la mort de Horus par la façon dont les légions traîtresses se retirèrent, non pas en ordre, non pas selon un protocole de retraite planifié, mais avec la désorientation soudaine d'armées qui viennent de perdre le principe organisateur autour duquel leur cohérence opérationnelle était entièrement construite. Nous nous retirâmes avec elles, portés par ce mouvement collectif, nos clous nous poussant vers la prochaine position, le prochain engagement, sans que la distinction entre avance et retraite ait jamais vraiment existé dans notre façon de nous déplacer à travers l'espace. Terra disparut derrière nous. Je ne la regardais pas partir. Regarder en arrière implique une relation avec ce qu'on laisse derrière soi. Un regret, une mesure de la distance parcourue, une conscience que ce qui précède et ce qui suit constituent les deux extrémités d'une histoire cohérente. Nous n'avions plus d'histoire, nous avions une direction. Elle pointait vers le Warp. L'œil de la terreur ne s'ouvre pas. Il attend que vous compreniez que vous y êtes déjà. Cette distinction prit des années à s'imposer à ce qui restait de ma capacité analytique. Pendant la retraite depuis Terra, pendant les semaines de transit à travers des espaces que les navigateurs désignaient avec des termes empruntés au registre de pathologie plutôt qu'aux cartes stellaires, je croyais encore que nous fuyions vers quelque chose, un refuge, une base de reconstitution, un espace depuis lequel la Légion pourrait absorber ses pertes et reformer ses rangs selon des protocoles que des siècles de guerre m'avaient appris à reconnaître. Cette croyance appartenait à un mode de pensée que l'œil dissoudrait méthodiquement au cours des décennies suivantes. Le Warp perçoit les légions comme il perçoit tout, comme de la nourriture, comme du combustible, comme de la matière première pour des processus qui n'ont pas d'équivalent dans le vocabulaire de la physique réelle.
les dieux du chaos perçoivent différemment. Pour Khorne, nous représentions une ressource à raffiner plutôt qu'à consommer, une légion déjà partiellement transformée, déjà accordée à des fréquences de violence que la plupart des mortels n'atteignent qu'en mourant. Notre utilité résidait précisément dans notre capacité à continuer, à revenir dans l'espace réel, à répandre ce que nous étions devenus sur des mondes qui n'avaient pas encore eu l'occasion d'apprendre ce que nous enseignions. Les dévoreurs du monde ne se dissipèrent pas dans le warp comme certaines légions traîtresses si fragmentaires, perdant leur cohérence organisationnelle dans les courants psychiques qui dissolvent les structures humaines avec l'efficacité tranquille de l'acide sur le métal non traité. Nous conservâmes une forme de cohésion, non pas celle de la discipline militaire, pas celle de la loyauté fraternelle, mais celle de la meute, cette cohésion primitive qui n'exige aucune architecture institutionnelle parce qu'elle repose sur quelque chose de plus ancien que les institutions. Angron revint. Pas immédiatement. Les mécanismes du bannissement imposent des délais que même un pré-marque démon ne peut contourner sans le coup approprié en substance warpique. Mais il revint, chaque fois renvoyé dans le warp par des défenseurs suffisamment préparés, chaque fois reformé dans les profondeurs de l'œil avec cette persistance que Khorne accorde à ses champions les plus investis. Entre ces manifestations, la Légion continuait, des chefs de guerre émergèrent, des porteurs de clous anciens dont les fonctions cognitives supérieures s'étaient suffisamment dégradées pour que leur autorité reposât entièrement sur leur capacité à survivre à des engagements qui tuaient tout le monde autour d'eux. Je survécus longtemps, je ne sais plus exactement combien de temps. Le calendrier impérial standard perd sa pertinence dans l'œil, où les journées peuvent durer des secondes ou des décennies, selon des variables que personne parmi nous ne cherchait plus à modéliser. Ce que je sais, c'est que les grandes incursions de la Légion dans l'espace réel ponctuèrent ces siècles comme des cicatrices successives sur un territoire déjà méconnaissable. La guerre des mondes morts, les incursions dans les secteurs frontières de l'Ultima Segmentum, les campagnes sans nom que les chroniqueurs impériaux enregistrèrent sous des désignations administratives, avant de classer les dossiers dans des archives, dont l'accès fut ensuite restreint pour des raisons que ces mêmes chroniqueurs ne furent pas autorisés à documenter. Les clous achevaient leur travail sur les porteurs anciens avec une régularité que nos apothicaires, ceux qui conservaient encore assez de fonctions cognitives pour exercer cette fonction, consignaient sans commentaire. Un porteur de clous suffisamment ancien cessait de mourir en combat. Il cessait de mourir tout court, au sens où la mort implique un processus biologique reconnaissable avec un début et une fin. Les porteurs anciens s'effondraient simplement, leur système neurologique consumé de l'intérieur, leur corps continuant parfois à se mouvoir pendant des heures après que tout ce qui avait constitué une conscience individuelle se fût dissous dans le signal constant des implants. Nous récupérions leurs clous quand c'était possible. Ils pouvaient être réimplantés. Cette pratique en dit plus sur ce que nous étions devenus que toutes les batailles cataloguées dans les archives de l'hérésie. Les recrues de l'œil ne ressemblaient pas aux recrues de la Grande Croisade. Les processus de sélection et de transformation qui produisaient des Astartes selon les protocoles d'origine exigeaient des infrastructures, des temps de maturation, des ressources médicales et génétiques que la Légion en exil ne pouvait maintenir qu'approximativement. Ce qui en résultait fonctionnait. Ce qui en résultait combattait avec une férocité que même les standards des dévoreurs jugeaient adéquate. Ce qui en résultait ne vivait généralement pas assez longtemps pour que les questions d'adéquation psychologique deviennent pertinentes. Khorne observait tout cela avec ce que je suppose être de la satisfaction. Si tant est que des émotions humaines puissent le décrire quoi que ce soit dans la psychologie d'une entité warpique dont l'existence entière constitue la personnification d'un principe cosmologique. Le dieu du crâne ne demandait pas la sophistication, il ne demandait pas la longévité, il demandait le sang et les crânes, et nous lui offrions les deux avec une générosité que ni la fatigue, ni la raréfaction des ressources, ni la dégradation progressive de nos propres capacités ne semblaient pouvoir limiter durablement. Ce fut pendant cette période que je perdis les derniers fragments de ce que j'aurais pu appeler, en d'autres circonstances, une perspective. Non pas la raison instrumentale, la capacité à évaluer une situation tactique et à produire une réponse appropriée, demeurait fonctionnelle bien après que tout le reste se fut dissous. Ce que je perdis était plus subtil et plus fondamental.
La capacité à me situer dans le temps, comme un être dont le présent est distinct du passé et connecté à un futur qui lui appartient. Je devenais ce que tous les porteurs anciens devenaient, une fonction plutôt qu'une personne, un processus de violence itérative, sans mémoire organisatrice ni anticipation structurée. Les clous avaient accompli ce pourquoi ils avaient été conçus. Ou peut-être pour ce à quoi Korn les avait destinés depuis le début, cette question aussi avait cessé de me sembler pertinente, ce qui constituait en soi une réponse suffisante. Les incursions recommencèrent. Elles recommençaient toujours. C'était la seule constante que l'œil de la terreur nous accordait. Non pas la stabilité, non pas la continuité, non pas même la certitude que ce qui existait hier existerait demain sous une forme reconnaissable, mais la certitude absolue que la violence trouverait toujours un nouveau théâtre, que l'espace réel attendait toujours derrière la membrane warpique avec ses mondes intacts, ses populations ignorantes, ses défenses construites par des gens qui n'avaient jamais vu ce que nous étions devenus. Je participais à la première incursion majeure de la Légion dans les secteurs de l'Ultima Segmentum, avec ce qui restait de ma conscience organisée. Suffisamment pour observer, insuffisamment pour évaluer ce que j'observais, avec quelque chose ressemblant à un jugement moral. Ce registre m'avait quitté si progressivement que je ne sus pas identifier le moment exact de sa disparition. Comme on ne sait pas identifier le moment précis où une lumière s'éteint quand elle le fait par degrés imperceptibles sur des années. Le monde s'appelait Armageddon. Ce nom possède, dans les archives impériales, une résonance particulière. Un monde d'importance stratégique considérable. Une population industrielle comptée en milliards. Des infrastructures de production militaire dont la valeur pour l'effort de guerre impérial dépassait celle de secteurs entiers, moins bien positionnés sur les routes de ravitaillement. Engron choisit Armageddon, non pas pour ces raisons. La logistique stratégique n'entrait plus dans ses calculs depuis des siècles. Il choisit Armageddon parce que sa taille, sa densité de population, sa capacité à générer exactement le type de résistance désespérée que les clous réclamaient, constituait une promesse que le dieu du crâne lui-même semblait avoir formulée. Nous débarquâmes avec une force que les estimations impériales établirent rétrospectivement à environ 100 000 guerriers du chaos, auxquels s'ajoutaient des centaines de milliers de mortels armés dont la valeur militaire individuelle était négligeable, mais dont la masse constituait une vague d'absorption utile pour épuiser les munitions défensives avant que les véritables briseurs de lignes n'avancent. Armageddon résista. Cette résistance mérite d'être documentée sans condescendance, parce que ce qui défendit ce monde contre nos légions pendant des semaines représentait quelque chose que même les clous ne pouvaient pas me faire mépriser entièrement. La garde impériale locale se battit avec cette obstination particulière des soldats qui défendent sur leur propre sol. Non pas la bravoure abstraite cultivée dans les académies militaires, mais quelque chose de plus ancien et de plus difficile à éteindre. Quelque chose qui puise dans des racines que même la terreur absolue ne coupe pas toujours complètement. Les Space Marines arrivèrent ensuite. Plusieurs chapitres, déployés en urgence par des canaux que l'Inquisition supervisa de suffisamment près pour que les archives officielles de cet engagement demeurent partiellement classifiées. Parmi eux, des guerriers dont l'équipement et les doctrines de combat portèrent les marques d'une familiarité spécifique avec ce que nous étions. Des Astartes entraînés non pas à vaincre des ennemis génériques, mais à affronter des porteurs de clous, à exploiter les angles morts que la rage totale produit dans la conscience tactique d'un guerrier qui ne peut plus distinguer entre une opportunité et un piège. Ils nous coûtèrent cher. Le combat urbain sur Armageddon transformait les avantages habituels de notre doctrine en vulnérabilité. Les clous nous poussaient vers le contact direct, vers l'engagement rapproché où notre supériorité physique s'exprimait pleinement. Mais les défenseurs avaient construit leur position précisément pour canaliser cette tendance vers des couloirs de tir préparés, des carrefours minés, des zones d'engagement où notre avance devenait prévisible parce qu'elle était irrésistible. Engron brisa ses positions personnellement. Le regarder combattre dans sa forme démoniaque à travers les ruines industrielles d'Armageddon constituait quelque chose que je ne sais pas nommer, avec des termes qui appartiennent au même registre que les autres expériences de ma vie. Ce n'était pas de la stratégie. La stratégie implique une relation avec le temps futur, qu'Engron n'entretenait plus. C'était de la physique pure, une force naturelle,
traversant des obstacles artificiels avec l'indifférence d'une tempête océanique traversant des structures côtières. Les bâtiments s'effondraient, les lignes de défense se dissolvaient. Des unités entières cessaient de figurer dans les rapports de situation non pas parce qu'elles s'étaient retirées, mais parce qu'elles avaient cessé d'exister comme entités comptabilisables. La résistance finit par s'organiser autour d'un commandant dont le nom circula dans nos communications interceptées avec une fréquence qui indiquait quelque chose dépassant la simple compétence tactique. Un Space Marine, un chef de guerre dont la Légion d'origine portait en elle des traces de notre propre héritage génétique. Les salamandres descendèrent d'un primarque qui avait survécu à Istvan V, qui avait regardé nos légions massacrer ses frères et avait emporté dans sa chair et dans sa doctrine la connaissance précise de ce que nous étions capables de faire. Cette connaissance se lisait dans chaque position défensive, chaque choix d'engagement, chaque décision de retrait stratégique qui préserva des forces suffisantes pour que la résistance continue là où d'autres commandants auraient épuisé leurs ressources en tentant de tenir des positions intenables. Les chevaliers gris revinrent. Leur présence sur Armageddon constitue dans les archives impériales l'un des secrets les moins bien gardés de cette période. Pas parce que l'Inquisition échoua à contrôler l'information, mais parce que les survivants de cet engagement portaient, dans leur comportement et leur silence, des traces que personne ayant servi aux côtés de ces guerriers ne pouvait entièrement dissimuler. Ils bannirent Tangron une seconde fois. Les mécanismes du bannissement m'échappaient, alors comme ils m'échappent encore. Je n'ai jamais possédé les facultés psychiques nécessaires pour comprendre les architectures rituelles qui contraignent une entité warpique à quitter l'espace réel. Ce que je compris fut le résultat. Angron disparut. La Légion se trouva soudainement privée du signal d'amplification que sa présence diffusait dans nos clous. Et ce sevrage brutal produisit dans nos rangs une désorientation que les défenseurs d'Armageddon exploitèrent avec une précision qui me suggéra qu'ils l'avaient anticipée, qu'ils avaient calculé que la dépendance de notre cohésion opérationnelle à la présence physique de notre primarque constituait une vulnérabilité exploitable. Nous nous retirâmes vers les vaisseaux. La retraite depuis Armageddon se déroula dans un silence que les clous rendaient insupportable. Non pas le silence externe, le champ de bataille continuait à produire ses sons ordinaires de destruction résiduelle, mais le silence interne, l'absence soudaine de cette fréquence d'amplification qui avait constitué pendant des semaines le fond sonore de notre existence neurologique. Armageddon survécut. À peine. Ses cicatrices demeurent visibles depuis l'orbite selon les relevés de reconnaissance impériaux des siècles suivants. Des continents industriels transformés en étendues de métal fondu et de roches calcinées, des zones d'engagement délimitées par les contours fantômes de ce qui avait été des cités avant que nous les traversions. Nous retournâmes dans l'œil. Angron nous y attendait déjà, reformé, inchangé, portant dans sa chair démoniaque quelque chose qui ressemblait peut-être à de la frustration, si tant est que ce terme conserve un sens appliqué à ce qu'il était devenu. Les clous reprirent leur fréquence habituelle. Nous recommençâmes à attendre la prochaine incursion comme nous avions attendu toutes les précédentes. Non pas avec impatience, non pas avec anticipation, mais avec la certitude vide d'un processus qui ne connaît pas d'autre état que sa propre continuation. Les siècles dans l'œil ne s'accumulent pas. Ils se superposent. Cette distinction prit longtemps à se formuler dans ce qui restait de mes capacités réflexives. Non pas parce que la pensée était difficile, mais parce que la pensée elle-même avait changé de nature. S'était adaptée à un environnement où les catégories temporelles ordinaires ne correspondaient à aucune réalité perceptible. Dans l'espace réel, le temps s'accumule. Chaque journée s'ajoute à la précédente. Chaque événement occupe une position définitive dans une séquence dont les éléments restent distincts, même quand la mémoire les estompe. Dans l'œil, les couches se déposent les unes sur les autres sans jamais se solidifier, comme de la cendre sur de la cendre, produisant une épaisseur sans structure, une profondeur sans stratigraphie. Je portais plusieurs siècles de cette façon. Pas fièrement. La fierté implique une relation évaluative avec sa propre durée que les clous avaient rendue impossible depuis longtemps. Je les portais comme on porte une charge dont on a oublié le poids parce qu'on ne l'a jamais déposée. La Légion se fragmenta. Pas dramatiquement, pas en une scission déclarée,
avec des manifestes et des confrontations ritualisées entre chefs rivaux. Les fragmentations des légions du chaos ressemblent rarement à ce que les historiens impériaux imaginent. Des ruptures nettes, des factions clairement délimitées, des idéologies opposées s'affrontant avec la lisibilité théâtrale que la narration rétrospective exige. Elles ressemblent davantage à ce que produit l'érosion sur la roche, un effritement progressif, des sections qui se détachent sans rupture apparente, des bandes de guerriers qui cessent simplement de revenir après une incursion et dont l'absence n'est remarquée que lorsque les effectifs nécessaires à une opération planifiée s'avèrent insuffisants. Des chefs de guerre émergèrent de cette fragmentation avec leur propre cosmologie de violence, leurs propres interprétations de ce que signifiait servir Khorne dans un univers qui continuait à exiger des résultats mesurables en crâne et en sang répandu. Certains développèrent des doctrines. Le mot semble excessif, appliqué à des êtres dont les capacités d'abstraction s'étaient considérablement réduites. Mais il désigne quelque chose de réel. Des façons préférentielles d'approcher la guerre, des rituels informels autour desquels s'organisait la cohésion de leurs bandes respectives. J'observais tout cela depuis une position que ma longévité inhabituellement étendue me conférait. Non pas une position d'autorité. L'autorité dans la légion fragmentée reposait sur la capacité à tuer les concurrents directs. Cette capacité déclinait avec l'âge même chez les porteurs de clous les plus endurcis. Une position d'archive vivante, peut-être. Un dépôt de mémoire que personne ne consultait, mais que personne n'avait encore eu occasion d'effacer. Angron revenait périodiquement dans l'œil entre ces manifestations dans l'espace réel. Ces retours ne ressemblaient pas à des réunifications. Le concept de réunification implique une cohérence préalable à restaurer. Et la Légion avait depuis longtemps dépassé le seuil au-delà duquel ce type de cohérence était récupérable. Il ressemblait plutôt à des passages de tempête, des périodes d'intensité accrue, pendant lesquelles les fréquences des clous atteignaient des sommets que les porteurs les plus récents ne survivaient pas toujours. Suivi d'accalmies relatives, pendant lesquelles les survivants se réorganisaient autour de la configuration que l'intensité avait produite. Je pensais parfois à Vorat pendant ces périodes, le premier frère de mon escouade à avoir subi l'implantation, celui dont j'avais observé la transformation avec une curiosité que je prenais alors pour du discernement et qui était simplement de l'ignorance en attente de sa propre condamnation. Vorat était mort depuis des siècles, consumé de l'intérieur par les clous comme tous les porteurs anciens finissèrent par l'être. Sa mort avait été rapide, au moins un effondrement neurologique total pendant un engagement mineur sur un monde dont le nom n'apparaît dans aucun registre que je connaisse. La rapidité constituait une forme de miséricorde que beaucoup parmi nous n'eurent pas. Les grands chapitres d'histoire continuèrent à s'écrire sans nous, ou plutôt avec nous comme facteurs ponctuels, comme perturbations occasionnelles dans des arcs narratifs dont les protagonistes principaux étaient des entités et des forces qui nous dépassaient en échelle et en durée. L'Inquisition cataloguait nos incursions. Les chapitres Space Marines ajustèrent leur doctrine en réponse à nos tactiques. Des secteurs entiers de l'Imperium maintenaient des forces de réaction rapide spécifiquement calibrées pour les engagements contre les porteurs de clous. Nous étions devenus un paramètre de planification. Cette réduction aurait pu sembler humiliante si quelqu'un parmi nous avait conservé la capacité d'éprouver l'humiliation comme une expérience distincte de la colère générale que les clous entretenaient en permanence. À la place, nous constituions simplement ce que nous avions toujours constitué depuis Nuceria, depuis les tables chirurgicales de notre propre légion, depuis le moment où Angron avait regardé l'empereur avec des yeux qui ne pouvaient plus voir quoi que ce soit sans y chercher une raison supplémentaire de souffrir. Un instrument. La question de savoir qui tenait cet instrument n'avait jamais reçu de réponse satisfaisante. Pas l'empereur. Il nous avait abandonnés ou libérés selon la perspective adoptée. Et la distinction entre ces deux interprétations avait cessé de sembler importante. Pas Horus, mort depuis des millénaires, sa victoire transformée en défaite par les mécanismes obscurs de ce qui s'était produit dans la chambre du trône. Pas même Angron, dont la volonté propre avait été si profondément stratifiée sous des couches de rage divine, qu'identifier ce qui relevait de lui et ce qui relevait de Khorne exigeait une finesse analytique que personne dans notre légion ne possédait plus. Khorne,
Peut-être. Mais Korn ne tient pas ses instruments. Il les aiguise et les laisse tomber vers ce qu'ils trancheront naturellement. Nous tombions depuis Nuceria. Nous tombions encore. Les prochaines incursions se préparaient dans les profondeurs warpiques de l'œil, avec la régularité mécanique de processus qui n'ont plus besoin de volonté consciente pour se perpétuer. Des mondes attendaient dans l'espace réel, sans savoir qu'ils attendaient. Des populations construisaient des vies dans l'ignorance de ce qui se reformait derrière la membrane entre les réalités. Cette ignorance constituait peut-être la dernière miséricorde que l'univers accordait encore à ceux qui n'avaient pas encore eu la malchance de croiser notre trajectoire. Elle ne durait jamais. Je rencontrai un scribe une fois. Pas sur un champ de bataille. Les scribes ne survivent pas au champ de bataille que nous produisons. Leur fragilité biologique les élimine trop rapidement pour que la rencontre ait le temps de se développer en quoi que ce soit de mémorable. Je le rencontrai dans les décombres d'une bibliothèque administrative, sur un monde dont les défenses qu'avaient cédé 3 jours avant que les unités de nettoyage atteignent ce secteur particulier de la cité. Il s'était caché derrière des rayonnages métalliques effondrés, entouré de documents qu'il avait manifestement tenté de protéger avec son corps, pendant que tout ce qui l'entourait brûlait. Il était encore vivant quand je le trouvai, à peine. Ce qui me retint, et je dois documenter cela précisément, parce que cette rétention elle-même constitue une anomalie dans ce que j'étais devenu, fut non pas sa survie, ni sa fragilité, ni même la façon dont ses mains continuaient à tenir les documents contre sa poitrine, avec une obstination qui survivait à la conscience claire de l'inutilité du geste. Ce fut ce qu'il dit. Il dit « Vous étiez des Astartes », pas « Vous êtes des Astartes ». Le temps passé. La distinction grammaticale portait en elle une analyse théologique plus précise que tout ce que les prédicateurs du chaos avaient jamais formulé sur notre transformation. Cet homme mourant, dans les décombres de sa bibliothèque, avait compris en nous regardant quelque chose que nos propres apothicaires n'avaient jamais réussi à exprimer clairement dans leur relevé clinique, que ce que nous étions représentait non pas une évolution de ce que nous avions été, mais une substitution. Quelque chose d'autre occupait les corps et portait les souvenirs des guerriers qui avaient servi l'empereur pendant la Grande Croisade. Je ne le tuai pas immédiatement. Ce délai représente peut-être la chose la plus étrange que j'ai à documenter sur cette période. Non pas parce que l'acte de tuer me répugnait, les clous avaient depuis longtemps dissous toute répugnance de cette nature, mais parce que quelque chose dans sa formulation avait atteint une région de ma neurologie que les implants n'avaient pas encore entièrement colonisée. Une région archivale, peut-être celle qui conservait des enregistrements de ce que j'avais été avant Nuceria, avant les tables chirurgicales, avant les décennies de guerre sans intervalle. Je lui demandai comment il savait. Il me regarda avec des yeux dont la peur avait cédé la place à quelque chose que je mis du temps à identifier comme de la pitié. La pitié. Cette émotion qui implique une distance entre celui qui la ressent et son objet, une position de suffisante intégrité pour reconnaître la déchéance d'un autre. Un scribe mourant dans une bibliothèque en feu me regardait avec pitié. Il dit que les archives de son monde conservaient des copies de documents datant de la Grande Croisade, des rapports de campagne, des témoignages de liaison, des évaluations médicales transmises entre légions. Il avait lu des descriptions de ce que nous avions été. Il avait regardé ce que nous étions devenus, entré dans sa bibliothèque 3 jours plus tôt. La comparaison entre ces deux ensembles de données n'avait pas nécessité d'analyse complexe. Ces archives brûlaient autour de nous pendant qu'il parlait. Je m'assis dans les décombres, geste que les clous rendirent immédiatement douloureux, l'inaction activant des signaux de manque que seul le mouvement vers la violence atténuait. Et je l'écoutais. Il parla de la Grande Croisade comme d'une époque mythologique, avec la distance respectueuse que les mortels appliquent aux récits fondateurs, dont ils savent qu'ils ne correspondent qu'approximativement à ce qui s'est réellement produit. Il parla d'Angron avec une précision qui me surprit. Non pas les détails militaires, mais la psychologie. La façon dont les archives de son monde décrivaient notre primarque comme un être dont la souffrance avait précédé sa corruption, dont la chute au chaos constituait moins une trahison qu'un effondrement. Je reconnus cette description. Non pas intellectuellement. La reconnaissance intellectuelle implique une distance évaluative que les clous réduisèrent continuellement. Je la reconnus viscéralement,
dans les régions profondes de ma neurologie où les implants n'avaient jamais tout à fait réussi à supprimer certains enregistrements fondamentaux. La description correspondait à quelque chose que j'avais observé de l'intérieur pendant des siècles sans jamais trouver les mots pour le formuler, parce que les mots exigent une stabilité contemplative que la rage permanente des clous ne permettait pas. Angron avait toujours souffert. Nous avions toujours souffert avec lui. Cette souffrance partagée constituait le seul lien authentique qui avait jamais existé entre notre primarque et sa légion. Non pas la gloire, non pas la victoire, non pas la vision d'un futur commun, mais la douleur, cette langue universelle que les clous parlaient couramment dans nos crânes depuis des décennies. Le scribe mourut pendant que je réfléchissais à tout cela. Pas de ma main, ses blessures internes, accumulées pendant 3 jours de fuite et de dissimulation, avaient atteint un seuil que son organisme ne pouvait plus compenser. Il mourut en tenant ses documents contre sa poitrine, avec cette obstination tranquille des gens qui décident que certains gestes valent la peine d'être maintenus jusqu'au bout même quand leur utilité pratique a disparu. Je restais dans les décombres plus longtemps que les clous ne l'autorisaient confortablement. Ce que j'emportais de cette bibliothèque brûlée ne fut pas documentaire. Les archives étaient réduites en cendres, les connaissances qu'elles contenaient dispersées dans l'atmosphère avec la fumée de leur support physique. Ce que j'emportais était plus résiduel, plus difficile à localiser anatomiquement. Une formulation, celle du scribe. Le temps passé dans sa phrase. Vous étiez des Astartes. Cette formulation m'accompagna pendant les siècles suivants, comme une inflammation chronique accompagne un corps, pas constamment présente à la conscience, pas suffisamment intense pour modifier le comportement de façon durable, mais persistante, récurrente, surgissant dans les intervalles entre les signaux des clous avec une régularité qui suggérait qu'elle avait trouvé une niche neurologique que les implants ne savaient pas comment atteindre. Je continuais. La légion continua. Les incursions continuèrent. Mais quelque chose dans la façon dont je documentais mentalement ces événements avait changé de syntaxe. Imperceptiblement, insuffisamment pour modifier quoi que ce soit à ce que j'étais fonctionnellement, mais suffisamment pour que ces archives, dictées maintenant dans le silence warpique de l'œil à un auditoire que je ne peux pas identifier et qui peut-être n'existe pas, portent la marque de ce changement dans chaque phrase que je formule. Un scribe mort dans une bibliothèque brûlée m'avait appris à conjuguer au passé. C'est peut-être la seule chose que ce siècle m'ait donnée qui valait la peine d'être reçue. Ce que la Légion était devenue au cours du 41e millénaire résiste aux catégories que les taxonomistes impériaux appliquent aux forces du chaos avec leurs besoins institutionnels de classification. Les archives de l'Inquisition distinguent les légions traîtresses des warbands du chaos, les formations organisées des bandes errantes, les héritiers directs de l'hérésie des récupérateurs opportunistes qui portent des couleurs et des iconographies sans en posséder la lignée génétique. Ces distinctions correspondent à des réalités opérationnelles mesurables. Des différences dans la cohérence tactique, la disponibilité en équipement lourd, la capacité à mener des campagnes soutenues plutôt que des raids ponctuels. Elles ne correspondent pas à ce que les dévoreurs du monde étaient devenus. Nous occupions une position intermédiaire que personne n'avait taxonomisée avec précision, parce que personne ayant survécu assez longtemps à notre contact ne possédait les conditions nécessaires à une observation méthodique prolongée. Des éléments de la Légion originelle subsistaient, des porteurs anciens dont la longévité défiait les projections médicales, des structures de commandement vestigiales qui ressemblaient à de la hiérarchie militaire sans en posséder vraiment la substance, des pratiques rituelles autour des clous qui constituaient la seule théologie que nous ayons jamais développée spontanément. Autour de ce noyau, des bandes s'agrégeaient et se dissolvaient avec la fluidité des formations nuageuses, des guerriers du chaos attirés par la réputation de notre violence, des mortels corrompus cherchant une protection dans notre sillage, des entités warpiques mineures qui trouvaient dans nos campagnes une opportunité de manifestation que leur puissance individuelle ne leur aurait pas permis d'obtenir seuls. Je traversais cette période dans un état que je ne saurais décrire qu'en termes négatifs. L'absence de ce qui aurait constitué une existence pleinement consciente, sans que cette absence produise la mort ou l'effondrement fonctionnel que la médecine ordinaire associerait à une telle déplétion cognitive. Les clous maintenaient une forme de vitalité que le terme « vie » ne couvre qu'imparfaitement. Ils me maintenaient opérationnel, ils me maintenaient violent.
Il maintenait dans mes tissus une réactivité aux stimuli externes qui remplissait fonctionnellement le rôle de la conscience sans en posséder les propriétés intrinsèques. Angron se manifesta dans l'espace réel à plusieurs reprises pendant cette période, avec une régularité que les analystes du chaos undivided, ce terme désignant les théoriciens indépendants qui tendirent de cartographier les dynamiques des puissances kewarpiques sans allégeance à l'une d'entre elles, interprétèrent comme un signe de faveur divine croissante. Chaque bannissement le renvoyait dans l'œil pour des périodes de plus en plus brèves. Chaque retour le trouvait avec une puissance légèrement augmentée, ses proportions démoniaques légèrement amplifiées, sa présence dans les fréquences des clous légèrement plus intense. Korn investissait. Ce processus d'investissement divin ne ressemblait pas à ce que les théologiens du chaos décrivent quand ils parlent de faveur divine. Pas de révélation, pas de vision guidante, pas de communication directe entre le Dieu et son champion. Korn communiquait par résultat, par l'ajustement progressif des capacités de son serviteur en fonction des crânes accumulés, avec la logique d'un artisan qui affûte son outil après chaque utilisation, plutôt que de lui parler de sa destination. Nous étions l'outil. Angron était le tranchant. Les campagnes de cette période produisirent des géographies de destruction que les cartographes impériaux documentèrent avec la précision désespérée de gens qui savent que documenter l'étendue d'un désastre ne le répare pas, mais constitue peut-être le seul acte de résistance encore disponible. Des secteurs entiers de l'impérium portèrent pendant des générations les cicatrices de nos passages. Non pas les cicatrices de guerre ordinaire, qui se réparent avec du temps et des ressources, mais les cicatrices de quelque chose de plus fondamental. Une altération de la texture même de l'espace habité que les populations survivantes ressentaient sans pouvoir l'identifier clairement. Des mondes refusèrent d'être reconstruits après notre passage, pas par manque de ressources ou de volonté administrative impériale. L'impérium possède une capacité bureaucratique à reconstruire que même les destructions les plus catégoriques n'épuisent pas complètement. Ces mondes refusèrent parce que leurs populations survivantes développèrent des pathologies collectives incompatibles avec la reconstruction. Des sociétés entières organisées autour du trauma de ce qu'elles avaient en vue, incapables de regarder vers un futur qui impliquerait de vivre dans les mêmes espaces où elles avaient regardé ce que nous étions. Je ne ressentis rien en apprenant cela. La capacité d'être affecté par les conséquences à long terme de mes actes avait quitté ma neurologie des siècles plus tôt, supprimée par des clous qui ne récompensaient que l'immédiat et punissaient toute orientation vers le passé ou le futur, par des signaux de manque suffisamment intenses pour rendre la contemplation physiquement intenable. Ce que je ressentis, et ce terme est approximatif, inadéquat, mais le seul disponible, fut quelque chose de plus résiduel, plus difficile à localiser, une reconnaissance peut-être. La reconnaissance que ce que nous produisions sur ces mondes ressemblait à ce que les clous produisaient sur nos propres neurologies, une altération si profonde de la structure de base que la reconstruction selon les paramètres originaux devenait non pas difficile, mais conceptuellement impossible. Nous transformions les mondes à notre image, des mondes brisés, incapables de repos, organisés entièrement autour d'un trauma fondateur qui prédatait toute mémoire individuelle et structurait toute expérience future, comme Nuceria avait transformé Angron. Comme Angron nous avait transformés. La chaîne de transmission était complète, circulaire, auto-perpétuante, une blessure qui se reproduisait en se propageant, qui créait dans chaque nouveau substrat qu'elle atteignait les conditions nécessaires à sa propre continuation. Korn n'avait pas conçu cela délibérément, je pense. Korn ne conçoit pas. Il reconnaît, comme Angron avait reconnu sa propre nature dans la cosmologie du dieu du crâne. Le Warp avait simplement trouvé, dans notre légion et dans notre primarque, la forme que la souffrance prend quand on lui donne suffisamment de temps et suffisamment de fer. La Grande Rift changea tout. Non pas pour nous, cette précision est essentielle. Ce qui changeait pour nous se mesurait en fréquence de clous et en densité d'engagement, pas en événements cosmologiques dont les implications s'étendaient sur des échelles que nos neurologies dégradées ne pouvaient plus traiter. Mais la cicatrice de Noctis, l'ouverture de la plaie warpique à travers le cœur de l'impérium, modifia les paramètres dans lesquels nos incursions opéraient avec une brutalité que même les analystes les plus pessimistes du segmentum solar n'avaient pas modélisée dans leurs projections catastrophiques. L'impérium se fractura. Pas métaphoriquement, géographiquement,
Administrativement, théologiquement, les communications entre les deux moitiés du grand empire humain devinrent erratiques, puis impossibles selon des routes qui avaient fonctionné sans interruption pendant des millénaires. Des secteurs entiers se retrouvèrent isolés derrière la cicatrice, avec des défenses calibrées pour des menaces ordinaires et des ressources de renforcement soudainement inaccessibles. Pour la Légion, cela ressemblait à une porte ouverte dans un mur qui avait toujours existé. Les incursions de cette période portent dans les archives de l'Inquisition des désignations qui reflètent la désorientation administrative de l'époque. Des noms provisoires attribués par des officiers de terrain qui n'avaient pas le temps d'attendre des désignations officielles de systèmes centraux, qui ne répondaient plus dans les délais habituels. Ces noms provisoires restèrent, faute de procédures de révision qui n'eurent jamais lieu. Je participais à plusieurs de ces campagnes avec ce qui restait de ma conscience opérationnelle, suffisamment pour me déplacer, choisir des cibles, exercer une violence calibrée plutôt que totalement aléatoire. La distinction entre ces deux modes d'action s'était considérablement amincie au fil des siècles, mais elle persistait comme une trace fossile de la doctrine militaire que des siècles de grandes croisades avaient gravée dans des couches neurologiques que les clous n'avaient pas entièrement atteintes. Robout Guilliman revint. Cette information me parvint par fragments, par les réactions qu'elle produisit dans les légions loyalistes que nous affrontions, une modification perceptible dans leur cohérence opérationnelle, une qualité différente dans leur résistance, quelque chose qui ressemblait moins à la défense désespérée de gens qui tiennent des positions intenables et davantage à la résistance organisée de formations qui croient à nouveau en la possibilité d'une victoire finale. Le primarque de l'ultramar. Celui dont les courbes avaient documenté notre déclin pendant l'hérésie avec la précision froide d'un mathématicien enregistrant une preuve. Il avait survécu, conservé dans une stase dont les mécanismes appartiennent aux catégories de la technologie impériale que les adeptes du Mechanicus entourent de plus de mystère que d'habitude. Et il revenait dans un impérium dont les paramètres avaient changé de façon suffisamment radicale pour que même sa capacité analytique légendaire dût se recalibrer avant de produire des conclusions exploitables. Ce retour ne nous affecta pas directement. Les dévoreurs du monde ne figuraient pas parmi les priorités immédiates de la croisade des ténèbres. D'autres menaces, plus immédiatement catastrophiques, absorbaient les ressources de planification du Lord commandant suprême. Nous constituions un danger permanent, documenté, catalogué, mais non urgent au sens où l'urgence se mesure dans les crises simultanées que l'impérium de Robout Guilliman héritait. Être relégué à la catégorie des menaces gérables plutôt qu'existentielles représentait un changement de statut que personne dans nos rangs n'eut la lucidité nécessaire pour percevoir comme significatif. Angron continuait ses manifestations. Plus fréquente désormais, la cicatrice de Noctis avait modifié les propriétés de la membrane entre l'espace réel et le warp de façon que les navigateurs loyalistes documentaient avec une alarme croissante dans leur rapport à la navis nobilite. Pour les entités warpiques dont la puissance dépassait un certain seuil, traverser cette membrane exigeait moins d'énergie qu'avant. Le bannissement restait possible, mais ses délais s'allongeaient, ses exigences rituelles s'alourdissaient, ses coûts humains augmentaient. Khorne recevait un dividende sur son investissement. La légion autour de moi se renouvelait en permanence. Des guerriers qui n'avaient pas connu la Grande Croisade, qui n'avaient pas servi sous les bannières de l'Imperium, dont la corruption était originelle plutôt qu'acquise. Pour eux, les clous n'étaient pas une transformation, mais une condition native, un état de départ plutôt qu'un état d'arrivée. Ils combattaient avec la même férocité que les porteurs anciens. Ils mouraient avec la même régularité. Mais quelque chose manquait dans leur façon d'exister au sein de la Légion. Quelque chose que je ne sus identifier clairement qu'en constatant son absence. La mémoire de ce qu'on avait été avant. Cette mémoire, même supprimée, même rendue inaccessible par des décennies de dégradation neurologique, constituait une présence souterraine dans les porteurs anciens, une résistance résiduelle, infinitésimale, que les clous devaient continuellement surmonter pour maintenir leur contrôle. Les nouveaux porteurs n'opposaient aucune résistance. Ils étaient plus purs dans leur violence, plus constants, moins susceptibles de s'immobiliser pendant des intervalles inexplicables dans des bibliothèques en feu pour écouter des scribes mourants conjuguer des verbes au passé. Je commençais à comprendre que ma longévité n'était pas une faveur de Khorne.
Elle était une anomalie, le résultat d'une combinaison de facteurs biologiques et neurologiques qui avait été permis à mes clous de dégrader plus lentement que la norme, préservant juste assez de structures cognitives pour que je continue à fonctionner au-delà des limites habituelles de survie des porteurs. Cette anomalie ne me rendait pas précieux, elle me rendait vestigial, un artefact vivant d'une époque que personne dans la Légion ne cherchait à se rappeler parce que la mémoire n'avait jamais constitué une valeur dans notre cosmologie de la violence immédiate. Je portais la grande croisade dans mes os. Je portais Nuceria. Je portais les tables chirurgicales. Je portais Istvan. Je portais Terra. Je portais des siècles d'incursions dont les noms s'étaient dissous dans l'épaisseur warpique, mais dont les textures, la résistance particulière de certaines armures sous certains angles, la qualité acoustique spécifique de certains types de structures urbaines en effondrement. L'odeur précise que produit une atmosphère planétaire quand les bombardements orbitaux en modifient à la composition chimique, demeurait gravée dans des régions neurologiques que les clous n'avaient jamais su atteindre. Ces textures ne servaient à rien. Elles existaient quand même. Comme ces archives que vous entendez maintenant, dictées dans le silence de l'œil, adressées à un auditoire hypothétique, maintenues non pas parce qu'elles accomplissent quelque chose de mesurable, mais parce que quelque chose dans la structure la plus profonde de ce que j'avais été avant, les clous continuent à croire, contre toute évidence contraire, que témoigner a une valeur indépendante de ses conséquences. Le scribe avait conjugué au passé. Moi, je continue à conjuguer. C'est peut-être la seule résistance qui me reste. Je vis Angron une dernière fois. Pas sur un champ de bataille. Les champs de bataille n'autorisent pas ce type de rencontre. Leur logique cinétique dissout toute possibilité de pause contemplative avant qu'elle puisse se former. Je le vis dans l'œil, pendant une de ces périodes d'accalmie relative que la Légion utilisait pour se reconstituer entre les incursions. Quand les courants warpiques se stabilisaient suffisamment pour que quelque chose ressemblant à une présence physique cohérente puisse se maintenir sans effort constant. Il était seul. Cette solitude me frappa avec une précision que les clous ne seront pas immédiatement neutralisés. Non pas parce qu'elle était inattendue dans ses faits, un primarque démon n'a pas besoin de compagnie au sens où les mortels ont besoin de compagnie, mais parce qu'elle portait une qualité particulière, reconnaissable à quiconque avait passé suffisamment de temps à observer Angron depuis les premières campagnes de la Grande Croisade. Ce n'était pas la solitude de la puissance qui n'a pas besoin d'autre. C'était la solitude de quelqu'un qui a oublié comment ne pas l'être. Sa forme démoniaque était immense, même au repos, si tant est que le repos constitue un état accessible à une entité dont la substance même est tissée de rage warpique. La chair rouge de sa manifestation actuelle portait des cicatrices qui n'auraient pas dû être visibles sur un être de cette nature. Des marques qui suggéraient des dommages accumulés dont la guérison avait été incomplète ou délibérément interrompue. Les ailes repliées derrière ses épaules avaient la texture de quelque chose qui avait brûlé et continuait à exister à travers la combustion plutôt que malgré elle. Les clous, dans ma tête, répondirent à sa proximité avec leur intensité habituelle. Cette amplification caractéristique que la présence physique de notre primarque produisait dans les implants des porteurs proches. Mais sous cette intensité, quelque chose d'autre circulait, quelque chose de plus bas, de plus ancien, que les décennies de conditionnement n'avaient pas entièrement supprimé. Une reconnaissance, pas de lui. Il ne me regarda pas, ne manifesta aucune conscience de ma présence. Une reconnaissance unilatérale, le type particulier d'identification que ressent un être face à un miroir qui montre non pas ce qu'il est maintenant, mais ce qu'il a traversé pour y arriver. Angron regardait quelque chose que je ne pouvais pas voir. Peut-être Nuceria, peut-être le plateau où son armée d'esclaves mourait pendant qu'il était arraché de force à leur dernier combat. Peut-être les visages de ceux qui avaient choisi de mourir avec lui et qui ne lui avaient jamais été rendus. Les entités warpiques conservent-elles des mémoires, au sens où les mortels conservent des mémoires, comme des enregistrements accessibles, comme des images récupérables depuis un archive intérieur ? Je ne sais pas. Les théologiens du chaos débattent en cette question depuis des millénaires sans conclusion satisfaisante. Ce que je sais est ce que j'observais. Une immobilité qui ne ressemblait pas à l'immobilité prédatrice d'un guerrier en attente d'engagement. Elle ressemblait à autre chose, à quelque chose
que je n'avais pas vu sur ce visage depuis les premiers jours de son commandement sur notre légion, avant que les clous ne progressent assez pour supprimer les intervalles entre les rages. Elle ressemblait à du chagrin. Cette observation me coûta quelque chose de neurologique. Les clous réagirent à cette catégorisation émotionnelle avec un signal de perturbation suffisamment intense pour me faire trébucher physiquement. Comme si les implants refusaient l'analyse que je venais de produire et tentèrent de l'interrompre par la douleur avant qu'elle puisse s'ancrer dans la mémoire à long terme. Elle s'ancra quand même, je m'approchai. Pas par volonté délibérée. La volonté délibérée implique une chaîne causale consciente entre intention et action, que les clous avaient depuis longtemps court-circuité dans la plupart de mes comportements. Je m'approchai parce que quelque chose dans ma neurologie résiduelle produisit le mouvement avant que je puisse identifier son origine. Engron ne bougea pas, ne parla pas. Sa présence à cette distance activait mes clous à une intensité qui rendait la pensée cohérente difficile. Chaque formulation mentale se dissolvait à moitié sous la pression neurochimique avant de pouvoir se compléter. Je fonctionnais en fragments, en éclats de conscience séparés par des intervalles de pure réactivité sensorielle. Dans un de ces fragments, je formulais une question. Non pas à voix haute, ma gorge produisait des sons depuis des décennies sans qu'ils ressemblent à du langage articulé, les clous ayant progressivement remplacé les usages communicatifs de l'appareil vocal par des usages plus directement liés au combat. La question se forma dans les couches les plus profondes de ma cognition résiduelle, dans ce registre archival que les clous n'avaient jamais su atteindre complètement. La question était simple, savoir si, quelque part sous les couches de divinité warpique, sous la rage de Korn, sous les décennies de transformation qui avaient substitué à un primarque quelque chose d'entièrement autre, il restait un fragment de ce qu'Engron avait été sur Nuceria avant les clous. Avant même les clous, à l'époque où il portait un autre nom et conduisait des esclaves vers une liberté qu'il savait impossible, mais qu'il poursuivait quand même. Je n'obtins pas de réponse. Engron se leva. Le mouvement d'une masse considérable depuis une position statique, productrice de perturbations warpiques, que je ressentis dans mes propres implants comme une onde de pression, et quitta l'espace sans me regarder. Ses pas laissèrent des empreintes dans la substance de l'œil qui persistèrent longtemps, après sa disparition, des dépressions dans la réalité warpique dont les bords fumaient lentement en se refermant. Je restais. La question sans réponse s'installa dans ma mémoire archivale, avec la permanence des choses que les clous ne peuvent plus atteindre. Pas parce qu'elles sont protégées, mais parce qu'elles occupent des régions si profondes, si antérieures à l'implantation, que les implants auraient dû être posés différemment pour les supprimer efficacement. Ce fragment d'Engron sur Nuceria existait peut-être encore quelque part. Peut-être que la rage divine de Korn constituait sa propre forme de protection. Une enveloppe si totale, si absolument consacrée à la violence cosmologique, qu'elle préservait sans le savoir le noyau le plus intime de ce qu'elle avait consumé. Comme les incendies les plus intenses carbonisent la surface des documents en préservant les couches intérieures. Peut-être que je construisais cette hypothèse parce que j'en avais besoin plutôt que parce qu'elle correspondait à quelque chose de vérifiable. Les deux possibilités coexistaient dans ma mémoire archivale sans se résoudre. Elles coexistent encore. Les clous parlent une langue que personne n'a jamais transcrite. Non pas faute d'essai, les apothicaires de la Légion, pendant les premières décennies suivant l'implantation généralisée, tentèrent de cartographier les signaux neurochimiques produits par les implants avec suffisamment de précision pour en dériver une grammaire, une structure, quelque chose qui permettrait de prédire et peut-être de moduler leurs effets. Ces tentatives cessèrent quand les apothicaires eux-mêmes furent suffisamment implantés pour perdre l'intérêt dans la cartographie au profit de l'expérience directe. La langue des clous ne possède pas de substantif. Cette formulation est approximative, mais elle désigne quelque chose de réel dans la phénoménologie de l'implantation avancée. Les substantifs, les noms, les désignations, les termes qui fixent les choses dans une identité stable et persistante requièrent une relation avec le temps que les clous dégradent spécifiquement et méthodiquement. Les porteurs anciens ne perdent pas la capacité de percevoir les objets et les êtres. Ils perdent la capacité de les tenir dans la conscience assez longtemps pour que l'attribution d'un nom stable ait un sens. Tout devient verbe. Les adversaires ne sont pas des soldats impériaux ou des astartes loyalistes ou des custodes. Ils sont des résistances à surmonter
des obstacles en mouvement, des fonctions d'opposition que les clous traitent comme des problèmes à résoudre par l'impact. Les alliés ne sont pas des frères ou des camarades, ils sont des présences latérales, des masses cinétiques se déplaçant dans la même direction générale, dont la valeur se mesure entièrement par leur contribution au flux de violence en cours. Moi-même, je devenais verbe. Ce processus de dissolution substantivale s'était accéléré au cours des derniers siècles, avec une régularité que j'aurais pu qualifier de prévisible si les clous m'avaient laissé suffisamment de structure temporelle pour formuler des prédictions. Ce qui se dissolvait n'était pas la conscience, terme trop général, trop philosophiquement chargé pour décrire précisément ce dont je parle. Ce qui se dissolvait était la continuité narrative de la conscience, le fil qui relie les moments d'expérience en une séquence cohérente possédant un sujet stable. Je cessais d'être quelqu'un qui traversait des événements. Je devenais les événements eux-mêmes. Cette distinction aurait pu sembler abstraite à quelqu'un qui ne l'avait pas vécue de l'intérieur. Elle ne l'était pas. Elle avait des conséquences pratiques mesurables dans la façon dont je me déplaçais dans l'espace warpique de l'œil entre les incursions, dans la façon dont les autres membres de la Légion interagissaient avec moi, ou plutôt, dans la façon dont ils cessaient progressivement d'interagir, reconnaissant dans mon comportement les signes d'une progression vers ce stade terminal que les porteurs anciens atteignaient, tous éventuellement. Ce stade ne ressemblait pas à la mort, il ressemblait à une simplification. La Légion avait un terme informel pour les porteurs qui atteignaient cet état, un terme en orque, curieusement, hérité d'une campagne ancienne dont les détails s'étaient effacés, mais dont ce vestige linguistique avait survécu dans l'argot de la Légion, avec la persistance têtue des mots qui désignent des réalités que personne ne sait nommer autrement. Le terme signifiait approximativement « celui qui ne cherche plus », avec la connotation supplémentaire que la recherche elle-même avait été reconnue comme inutile plutôt qu'abandonnée par fatigue. Je n'avais jamais cherché ce que les clous m'avaient mal pris. Ou plutôt, j'avais cherché pendant les premières décennies, dans les intervalles entre les combats, dans les régions neurologiques que les implants n'avaient pas encore atteintes. Une recherche sourde, non formulée, qui ne savait pas son propre nom, parce que nommer impliquait la distance que les clous supprimaient précisément. Cette recherche s'était progressivement tue, non pas parce qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait, mais parce que les clous avaient finalement atteint les régions où elle résidait, sauf la plus profonde, celle que le scribe avait touchée, celle qui conservait les temps verbaux, la syntaxe du passé, la capacité à distinguer ce qu'on avait été de ce qu'on était devenu. Cette région persistait avec l'obstination d'une infection résistante au traitement, non pas parce qu'elle était forte, mais parce qu'elle était trop ancienne, trop fondamentale, trop antérieure à toute implantation pour que les clous sachent comment la cibler. C'était depuis cette région que ces archives avaient toujours été dictées. Depuis ce noyau résiduel, cet espace entre les signaux ou quelque chose qui avait été un guerrier de la Grande Croisade continuait à formuler des phrases, à construire des séquences temporelles, à maintenir la distinction entre le sujet qui parle et les événements dont il parle avec une opiniâtreté que je ne pouvais plus revendiquer comme de la volonté, parce que la volonté implique un choix et que je n'avais plus l'impression de choisir quoi que ce soit. Je continuais simplement, comme les clous continuaient, comme la Légion continuait, comme Angron continuait à se manifester et à être banni et à se reformer dans les profondeurs warpiques, comme l'œil de la terreur continuait à contenir tous ces processus dans son espace impossible, où les lois de la physique réelle ne s'appliquaient qu'approximativement, une continuation sans sujet. Un témoignage sans témoin stable. Ces archives représentaient peut-être cela, non pas le récit d'une conscience qui avait survécu à ce que les clous lui avaient refait, mais la trace que laisse une conscience en se dissolvant, les dernières configurations cohérentes d'un système neurologique avant que la simplification finale ne les efface. Ou peut-être que je surestimais la progression de ma propre dissolution, que ce que je percevais comme une approche de la fin constituait simplement un autre plateau dans une dégradation qui avait duré des siècles et pouvait en durer d'autres encore. Les clous ne fournissaient pas ce type de perspective. C'était leur conception la plus fondamentale. Non pas détruire ce qu'ils habitaient, mais maintenir dans un état de suspension entre la plénitude et l'effondrement, suffisamment intact pour continuer à servir.
insuffisamment intact pour se poser des questions auxquelles les réponses disponibles auraient rendu le service impossible. Je servais, je posais des questions. Ces deux activités coexistaient dans les espaces résiduels de ma neurologie avec la tension inconfortable de choses qui n'auraient pas dû pouvoir occuper le même espace simultanément. Elles le faisaient quand même. Peut-être que c'était cela, finalement, la seule forme de résistance que les clous n'avaient jamais su supprimer. Non pas la rébellion, non pas le refus, non pas même la conscience claire de ce qui avait été perdu, mais simplement la coexistence persistante de deux processus contradictoires dans un système conçu pour n'en tolérer qu'un seul. La tension elle-même comme forme de survie. La question posée dans le silence comme dernier vestige de ce qu'avait été. Avant Nuceria, avant les tables chirurgicales, avant 10 000 années de dissolution progressive. Un Astartes qui portait un nom gravé sur une plaque de métal par des mains dont il n'avait plus souvenir. Ce nom existe encore quelque part dans ses archives. Je ne le dirai pas. Certaines choses résistent mieux dans le silence que dans la formulation. Ces archives s'achèvent ici. Non pas parce que l'histoire s'arrête, l'histoire des dévoreurs du monde ne s'arrêtera pas avant que Khorne lui-même cesse d'exister. Et les théologiens qui parinent sur cette éventualité le font avec des certitudes empruntées à des cosmologies qui n'ont jamais eu à vérifier leurs propres conclusions. L'histoire continue. Les incursions continuent. Angron continue à se manifester dans l'espace réel avec une fréquence que la cicatrice de Noctis a rendue structurellement supérieure à ce que les défenseurs impériaux peuvent absorber durablement. Les clous continuent leur travail dans les crânes de guerriers qui n'ont jamais connu autre chose. Ces archives s'achèvent parce que je m'achève. Pas dramatiquement. La dramatisation implique une relation avec un auditoire que je n'ai jamais su identifier avec certitude pendant toutes les décennies où j'ai dicté ces témoignages dans le silence warpique de l'œil. Peut-être que cet auditoire n'a jamais existé. Peut-être que ces archives constituaient simplement le bruit résiduel d'une conscience en dissolution. Les dernières configurations cohérentes d'un système neurologique produisant des structures linguistiques par inertie. Comme un cœur continue à battre quelques secondes après que le signal qui l'animait a cessé. Les clous ont atteint la dernière région. Je le sais de la même façon que je sais tout ce que je sais encore. Non pas par déduction logique depuis des prémices clairement formulées, mais par reconnaissance directe, par cette forme de connaissance immédiate que les implants ont substituée à toutes les autres formes de savoir au fil des décennies. La région archivale, celle que le scribe avait touchée, celle depuis laquelle toutes ces phrases ont été formulées, celle qui conservait les temps verbaux et la syntaxe du passé et la capacité à distinguer le sujet de ses propres événements, cette région se ferme, pas brutalement, par degrés. La première chose qui disparaît est la capacité à formuler des questions. Non pas les réponses qui avaient disparu depuis longtemps, remplacées par les certitudes immédiates que les clous fournissent en substitut. Les questions elles-mêmes, ces structures linguistiques qui impliquent un espace ouvert entre ce qu'on sait et ce qu'on cherche à savoir. Cet espace se ferme. Les questions sans réponse, celles posées à Angron dans l'œil, celles que le scribe avait formulées sans le savoir dans le temps passé de sa grammaire, celles que je n'ai jamais réussi à articuler clairement sur ce qu'était ce nom gravé sur une plaque de métal par des mains oubliées. Ces questions ne disparaissent pas. Elles se pétrifient. Elles deviennent des structures fixes dans la mémoire archivale, des enregistrements de l'acte questionné plutôt que des processus vivants de recherche. La différence entre une question vivante et une question pétrifiée ressemble à la différence entre un être vivant et sa représentation sculptée. La forme est préservée, la fonction est absente, quelque chose d'essentiel a quitté la configuration sans laisser de traces identifiables de son départ. Je formule ces dernières phrases depuis une position qui s'amincit. Le territoire neurologique disponible pour cette formulation rétrécit entre chaque groupe de mots, comme une plage que la marée couvre progressivement. Non pas avec la brutalité d'une vague qui emporte tout, mais avec la régularité tranquille d'un processus qui n'a jamais eu besoin de se dépêcher parce qu'il a toujours eu la certitude d'arriver. Ce que ces archives contiennent, maintenant que leur sujet s'efface, est peut-être leur seul héritage vérifiable. Non pas les batailles. Les batailles appartiennent aux archives des militaires impériales,
aux chroniques de l'Inquisition, aux relevés de dommages planétaires que les serviteurs de l'Astronomicon compilent avec leur précision administrative caractéristique. Elles seront documentées, classifiées, utilisées pour calibrer les défenses futures contre les menaces que nous représentons. Non pas les théologies. Les théologies de Korn appartiennent aux prédicateurs du chaos, aux daémonologistes impériaux, aux inquisiteurs qui passent leur vie à cartographier ce qu'ils ne peuvent pas toucher sans se contaminer. Ce que ces archives contiennent uniquement est le témoignage d'une dissolution. Le récit, non pas de ce que nous avons fait, ce que nous avons fait n'a pas besoin de récit. Ses conséquences sont inscrites dans la géologie de mondes qui ne se souviennent plus de leur nom d'avant, mais de ce que nous avons perdu en le faisant. La cartographie d'une absence, l'inventaire de ce qui s'efface. Angron perdit ses frères d'armes sur Nuceria. La Légion perdit Angron à son propre chagrin. Nous perdîmes la Légion à ses propres clous. Les clous perdirent leur sens à force de n'avoir plus rien à détruire en nous qui méritât le nom de résistance. Cette chaîne de transmission, chaque perte préparant la suivante, chaque effacement ouvrant la voie au prochain, n'est pas une tragédie au sens classique. La tragédie suppose une chute depuis la grandeur, un écart mesurable entre ce que l'on était et ce que l'on est devenu. Elle exige quelqu'un d'assez intact pour mesurer cette distance. Nous ne sommes pas tombés, nous avons été vidés. Progressivement, méthodiquement, par des instruments que nous avions nous-mêmes demandés, en suivant un Primarque dont la souffrance nous semblait plus réelle que tout ce que l'Imperium offrait. Pourquoi nous l'avons choisi? Ces archives ne peuvent plus l'expliquer. Non parce que l'explication est impossible, mais parce qu'elle demeure une douleur fossilisée, une douleur fantôme que même les clous n'atteignent plus. Nous avons choisi la souffrance parce qu'elle était réelle. Dans un univers où la foi était contrainte, la loyauté calcule, et la fraternité fragile, partager la souffrance d'Angron semblait être la seule chose que personne ne pourrait nous reprendre. Pourtant, on nous l'a reprise. Korn l'a prise, comme l'Imperium avait pris notre loyauté. Un carburant, une ressource pour une fin qui ne nous appartenait pas. La différence est que, lorsque nous l'avons compris, nous n'avions plus les facultés pour ressentir la trahison. Ces archives se ferment. Le nom gravé sur la plaque, celui que je ne dirai pas, trop profondément inscrit pour que les clous l'effacent, restera. Pas pour être entendu, pas pour être compris, simplement pour exister. Un nom sans corps, une question sans voix, un Astarte qui fut, avant tout le reste.